La problématique de la fourniture et la facturation de l'énergie électrique demeure majeure dans la mesure où nombre de consommateurs et clients de la ECARECI à Pointe-Noire ont déjà été confrontés à des factures dont les montants seraient exorbitants et découragent plus d'un consommateur. Bon, quand j'étais sur forfait, je ne devais pas. Il y a des moments où tu pouvais même aller payer en avance. Avant qu'on dépose la facture, tu vas à la caisse, tu demandes, tu payes et on te sort déjà ta facture que tu avais payée. Donc depuis que j'ai commencé à me plaindre les factures de 218 000, vous voyez là, si je cherche ça, j'ai des factures 218 000, 174 000, tu vois, 182 000, 151 000 pour une maison de 2 chambres salon. C'est pas une boulangerie, je n'ai pas des postes à souder ici. La situation personnelle, ce sont des factures qu'on n'apporte même pas. Et quand vous allez déclarer, c'est des factures exorbitantes et qui ne vous permettent pas de respirer, comme qui dirait. Et donc, la situation avec ECARECI, pour parler court, est très délicate. On ne sait pas sur quelle base il y a des fois où on ne les voit même pas. Et quand on ne les voit pas, ça pose problème. Qui doit faire des prélèvements? Et donc, quand vous prélevez, vous amenez, c'est un autre montant qu'on vous présente. Et ce montant est exorbitant. Vous avez 100 000, 50 000, alors que dans sa maison, on n'a pas grand-chose. Hein. Mais on est toujours surpris des montants vraiment qui dépassent la normale et qui vous apportent le stress. Déjà sur toute l'étendue du territoire national, la ECARECI, qui a le monopole de la fourniture, la distribution et la commercialisation du courant, ne facture pas de la même façon dans tous les départements comme les villes. Ce qui étonne les consommateurs qui estiment que la facturation devait se faire comme la tarification unique du carburant à la pompe. Déjà sur le prix du forfait, on paye plus cher que tout le Congo, que Brazzaville même. À Doulouzi, c'est un autre prix, en Caï, c'est un autre prix, à Brazzaville, c'est un autre prix, à Pont-Noir, c'est un autre prix, au nord, c'est un autre prix, alors que nous sommes dans le même pays et la société, elle est nationale. Le carburant que nous payons ici, à 625, c'est le même prix de partant de Pont-Noir à Bétou. C'est le même prix à la station. C'est une société nationale ici. Mais pourquoi la SNE, c'est pas comme ça? Pourquoi la SNE, c'est pas comme ça? Donc, en un mot, la population est arnaquée par la SNE. Que faire alors dans un pays où même les associations qui militent pour les droits des consommateurs sont inexistants, ou lorsqu'elles existent, elles travaillent sous pression? Sinon, quelle serait la solution pour sortir les clients de la ECARECI de cette tragédie dans un pays où, malgré la grandeur de la pluie, ne peut pas laver les taches de la panthère? Je sais pas si c'était comme à la Côte d'Ivoire, où vous avez votre carte électrique, vous mettez votre carte, et quand vous sortez, vous retirez la carte, vous contrôlez votre consommation vous-même. C'est comme le téléphone quand tu as mis ton crédit. Tu contrôles tes appels. Là, il me reste tant, là, il me reste tant, là, il me reste tant. On ne va pas continuer à vivre comme si on était encore dans les années, je ne sais pas comment. Le Congo est vraiment trop derrière. Cherchons qui a tort, qui a raison, alors on doit négocier. Mettre surtout les retraités dans une condition psychologique normale. C'est un souhait. Le coût de l'électricité est en constante augmentation à Pointe-Noire. C'est pourquoi consommateurs et fournisseurs d'électricité devraient se retrouver pour solutionner le problème et soulager tant soit peu la peine des clients. Répondant à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a foulé le sol français ce vendredi 6 décembre 2024 en début de soirée par l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Dans la capitale française, le chef de l'État prendra part aux côtés d'une cinquantaine de chefs d'État et de plusieurs têtes couronnées à la cérémonie de réouverture ce samedi 7 décembre de la cathédrale Notre-Dame de Paris, cet édifice religieux ravagé par un incendie violent le 15 avril 2019. Un incendie qui avait détruit la flèche et la totalité de la toiture couvrant le nef, le chœur et le transfert. En effet, après sa visite de travail au Vatican, ce haut lieu de la religion catholique où il a été reçu par sa sainteté le pape François, Denis Sassou Nguesso est à Paris pour un autre lieu saint des catholiques, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Au Congo, cet État laïque où toutes les communautés religieuses ont leur place dans la société, le chef de l'État et son épouse ont toujours marqué de leur présence les cérémonies religieuses organisées au Congo.
À l'image de sa participation à la grande messe d'installation de l'archevêque de Brazzaville, Monseigneur Manamika, le 21 novembre 2021 au stade de Boué, qui jouxte la basilique Sainte-Anne du Congo. Réfectionnée à la suite de sa défiguration pendant les douloureux événements de 1997. La basilique Sainte-Anne du Congo avait aussi subi la destruction de sa toiture aux tuiles vernisées et à l'ossature de sa charpente en profilé métallique. Au-delà de cet événement religieux de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le Congo et la France entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération marquées par des visites de haut niveau entre Paris et Brazzaville. Le président Emmanuel Macron a séjourné à Brazzaville en mars 2023 et la dernière visite du président Denis Sassou Nguesso à Paris remonte au mois de juin 2023 à l'occasion du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Les élèves de l'école bilingue du Congo dans les sites portuaires du port autonome de Brazzaville, ce 6 décembre 2024. Tout commence au port de Yoro. D'un compartiment à un autre, sous la conduite des guides, ils se sont imprégnés des services connexes de ce port, mais aussi des activités commerciales qui s'y déroulent. Ce port reçoit tous les produits venant des villages dirigés au bord du fleuve Congo et de la République démocratique du Congo. Le commerce des bois de chauffe, des poissons, des aliments, ce sont des activités qui font le quotidien de ce port secondaire, port de Yoro qui porte le nom d'un pêcheur sénégalais, à en croire l'histoire racontée par le gestionnaire du site. Le port de Yoro fonctionne du lundi au dimanche, de 6h à 18h. Nous avons les produits. On importe les produits comme l'huile, les vivres frais qui part à Kinshasa tous les jours. Et Kinshasa aussi nous apporte les marchandises. Le port de Yoro, c'est un sujet sénégalais qui habitait quelque part là, qui s'appelait Monsieur Yoro. C'est là où on a nommé ce port-là, au lieu de Tchouka, Yoro, port de Yoro. Après le site portuaire de Yoro, la visite d'immersion et excursion a mis le cap sur le port ATC, l'un des ports de Brazzaville, recevant les passagers et les marchandises en provenance des grandes villes situées le long du fleuve Congo, de Lubangui et de la Sanga. Ici, toutes les activités ont été aussi présentées à ces élèves plus enthousiastes. Puis, le port à passagers. Toutes les questions ou presque ont été posées par les élèves, question d'en savoir un peu plus. C'est un port où on reçoit plus de bateaux en provenance du nord du pays et des bateaux qui étaient ici pour le nord du pays. Les bateaux transportent un peu tout. Hein. Il y a des choses qui prennent de l'autre côté, la banane, le poisson, tout ce que on consomme régulièrement, du poisson, le bois, oui, le bois qui revient un peu vers la Songa. On est très heureux de leur présenter le Congo qu'ils ne connaissent pas. À travers ces visites-là, ils apprennent à connaître le pays. Quatrième et dernière étape, le beach de Brazzaville. Port d'embarquement et de débarquement des passagers qui traversent le fleuve entre les deux villes de la République du Congo et de la République démocratique du Congo. Dans tous les sites portuaires où ils sont passés, les élèves avouent avoir acquis des connaissances sur les activités de différents sites du port autonome de Brazzaville. J'ai appris concernant le port de Yoro, c'est l'endroit où se fait l'échange entre Kinshasa et Brazzaville. Le port public, j'ai eu à voir le fleuve devant moi et j'avais aussi vu des bateaux et plein de choses. L'important, c'est que quand je serai grand, j'aurai la maîtrise de mon pays, de ma nation et par exemple, si on m'interviewait encore une fois, un jour, un autre jour plus tard dans ma vie, je pourrais défendre les couleurs de mon pays en termes de... Il y a le port Yoro, il y a le port public et il y a le port aussi que je suis en train de visiter aujourd'hui. Il y a plusieurs ports. Ce que nous avons visité, on a visité le port public, le port de Yoro et le beach. En partant à Yoro, j'ai appris qu'il y a des commerces de bois, des villages qui entreprennent des commerces partout. Il y a des pirogues et des baleinières. Cette île ici, c'est l'île Bamou. De ce côté ici, il y a la RDC. Ici, on est venu découvrir comment on fait pour livrer des choses à Kinshasa. Cette tournée dans les différents ports de Brazzaville, où l'activité économique est plus dynamique, s'inscrit ainsi dans le cadre des activités extrascolaires de l'école bilingue du Congo, qui se distingue par sa stratégie pédagogique plus inclusive,
formant les élèves dans l'option de favoriser la culture entrepreneuriale. Nous avons une vocation innovatrice. Ça veut dire qu'on ne s'arrête pas seulement entre les quatre murs avec les enfants pour enseigner ABC. Il faut montrer aux enfants la vie. Il faut montrer aux enfants qu'est-ce qui les attend après l'école. C'est dans cette vision que nous avons emmené les enfants au port de Brazzaville, dans les différents sites de port de Brazzaville, pour que les enfants sachent quels sont les points d'échange de la ville de Brazzaville. On a vu les différents sites, par exemple le port de Yoro, qui n'ont jamais connu. Donc, ils ont découvert le beach, qui est le chemin d'aller et de retour de la République démocratique du Congo à partir de Brazzaville. Donc, les enfants ont découvert des choses qu'ils ne connaissaient pas et des choses qu'ils ont entendues. Ils ont touché du doigt certaines choses. C'est vraiment un succès pour nous. La visite dans les installations portuaires de Brazzaville n'est pas la première sortie pédagogique des élèves de l'école bilingue du Congo. Récemment, les élèves répartis en 3 vagues ont visité l'université Denis Sassou Nguesso, le laboratoire d'analyse d'eau de la Congolaise des eaux et les installations sanitaires de la clinique de la Fondation Matete. L'Afrique face aux enjeux de la transition énergétique, telle est la thématique de la 29e session des Vendredis du Carrefour, laquelle les travaux ont été lancés ce 6 décembre à Brazzaville par Bruno Jean-Richard Itoa, président d'honneur de ce cercle de réflexion. Les experts spécialistes sur les questions énergétiques, sociétés pétrolières et gazières opérant en République du Congo ont réfléchi en vue de décliner les enjeux, défis et perspectives de la transition énergétique dans le continent et au Congo en particulier. Cette réflexion, nous voulons la qualifier de réflexion stratégique. La transition énergétique, pour parler du thème d'aujourd'hui, n'est même plus un sujet d'aujourd'hui. Cela fait un moment que, notamment COP après COP, chacun essaie de définir ce que c'est la transition énergétique. Pour la plupart de ceux qui en parlent, il s'agit de quitter l'énergie fossile pour élever les énergies renouvelables. Et ils ont tort. Ce n'est pas ça la problématique. Il s'agit de quitter les énergies qui émettent des gaz à effet de serre, qui émettent du carbone, qui détruisent l'atmosphère, quelle qu'elle soit, vers des énergies plus propres, décarbonées. Si le fossile devient décarboné, pourquoi l'éliminer? En revanche, si l'hydrogène est carboné, alors il faut revoir comment il est fait notamment. Et donc, nous essayons de ramener la réflexion dans les vraies problématiques qui ne devraient pas opposer une partie du monde avec une autre, une catégorie d'humains avec une autre, mais qui est un sujet qui nous concerne tous. Pour lutter contre les changements climatiques, la transition énergétique est un processus de transformation essentiel pour réduire les émissions carbone à travers notamment le passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique ou la réduction des besoins en énergie en transformant les modes de consommation. La transition énergétique, le sujet est porté par l'Organisation des pays producteurs de pétrole africains qui va bientôt mettre en action la Banque africaine de l'énergie. Le premier défi qui est celui du financement, nous avons pris les dessus très tôt, déjà depuis 2022, en partenariat avec Afreximbank pour créer la Banque africaine de l'énergie. Donc cette banque-là, qui va justement permettre, je veux dire, à l'industrie pétrolière et gazière en Afrique de pouvoir donc survivre. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se leurrer la face, nos financiers traditionnels, qui étaient les compagnies pétrolières internationales, les grandes banques, sont en train de nous fuir. Tout ça au nom de la transition énergétique. Utopie? Non. Aujourd'hui, nous sommes bien avancés dans la création de cette banque. Le siège est là. Les pays ont commencé à contribuer au capital, qui est de 5 milliards, à peu près 3 milliards 100 millions, disons 3100 millions de francs CFA. Et aujourd'hui, nous comptons démarrer la banque avant la fin du premier trimestre 2025. Au fil des années, les Vendredis du Carrefour deviennent un espace de partage d'expériences entre les États, selon les organisateurs, et cette session n'a pas dérogé à la règle. Des pays comme le Sénégal, la RDC, ont mis en avant des stratégies visant à accélérer la transition énergétique sur le continent, une démarche qui s'accompagne de nombreux défis. Cependant, pour concrétiser cette transition énergétique, nous devons surmonter des obstacles tels que les infrastructures énergétiques inadéquates, le financement insuffisant et la gestion des ressources naturelles. Enfin,
Nous devons adapter l'Afrique aux défis posés par les changements climatiques. L'Afrique est déjà confrontée à des phénomènes météorologiques extrêmes. La transition énergétique en Afrique est un défi complexe, mais également une opportunité de transformer nos sociétés pour le mieux. En travaillant ensemble, en partageant nos connaissances et en prenant des mesures concrètes, nous pouvons créer un avenir énergique, durable et inclusif pour tous les Africains. Je suis confiant que ce forum va jeter les bases pour relever les défis auxquels l'Afrique fait face pour répondre aux enjeux de la transition énergétique. L'Afrique dispose d'énormes ressources capables de lui régénérer de l'énergie sans passer par la pollution de notre environnement, ni de nos rivières, et j'en passe. Pour votre gouverneur, la ville-province de Kinshasa, qui a une superficie de 9 965 km², dispose d'une population de plus ou moins 17 millions d'habitants et a une potentialité écologique sans pareil. Actuellement, la ville de Kinshasa produit 12 000 tonnes de déchets par jour. Ressources transformables en énergie. Pour assurer une transition énergétique juste, il est essentiel d'établir une coopération étroite et efficace entre les États en prenant en compte l'ensemble des ressources disponibles et en mettant en place des mécanismes de financement adaptés. Et nous, en Afrique, la transition énergétique doit être juste et équitable. Il ne faut pas qu'elle conduise à renforcer le fossé qu'il y a entre les uns et les autres. Il ne faut pas qu'elle conduise à marginaliser encore plus ceux qui le sont déjà. Et l'Afrique, il y a 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'énergie. Sous quelque forme que ce soit, ça n'est pas acceptable au XXIe siècle. Et donc pour nous... La 29e session du Carrefour a permis aux participants d'échanger autour de plusieurs sujets transversaux, notamment la place des entreprises dans la transition énergétique, l'état des lieux de la production et de la distribution d'énergie, les objectifs et les stratégies de mise en œuvre, les sources d'énergie renouvelable, les initiatives et projets en cours, ainsi que les réalités liées au financement de la transition énergétique. Des jeunes Congolais ambitieux reçus ici par Luc Misidi-Bandi ce vendredi, PDG de la société Abiki Group, Bonheur Céleste Pambou et son équipe sont allés présenter au président de l'ONG Pratique le prix remporté par leur entreprise à Lomé au Togo. Étant lauréat du programme L'Afrique de demain, deuxième prix, nous avons donc pensé à venir auprès de cette ONG Pratique de pouvoir présenter ce prix que nous avons été lauréat à Lomé. Comme c'est un prix panafricain, nous avons représenté la République du Congo au niveau de Lomé. Proposant des solutions innovantes dans le domaine de la médecine, Abiki Group est une jeune entreprise qui se veut révolutionnaire dans le domaine de la prise en charge des patients de par sa filiale Abiki Brokers. Aujourd'hui, Abiki Brokers est en train de résoudre un problème assez important. C'est celui de mettre en place une carte d'e-santé. La carte de santé, elle va donc être là, cette carte qui va permettre à ce que un médecin puisse faire une prise en charge plus rapide à un patient qui est malade. C'est donc une carte qui va contenir les données de santé d'un patient avec tous les antécédents médicaux. Ça permet à ce que le médecin puisse avoir de façon très rapide, les données de santé d'un patient et pour permettre une prise en charge plus rapide. Avec le président de Pratique, ces jeunes ont profité des conseils d'un aîné qui a une expérience non négligeable dans le domaine entrepreneurial. Luc Misidi-Bandi, qui a prêché la patience, l'abnégation, l'humilité et l'acceptation de la critique, a trouvé en ces jeunes une perle toute particulière. Nous sommes fiers de voir des jeunes qui ont déjà cette capacité de pouvoir développer des activités innovantes, des solutions totalement innovantes et en plus apprécier et plébiscité dans des grandes compétitions comme celle de l'avenir de l'Afrique de demain, où ils ont brillamment représenté le Congo et également remporté ce prix. Et nous sommes honorés qu'ils soient venus vers nous pour nous le présenter, pour aussi échanger sur leur participation récente à notre salon OSIAN et en même temps présenter aussi les différents projets que nous avons. L'organisation du prochain salon OSIAN s'est aussi invitée aux discussions entre les deux parties. Pour les perspectives, c'est surtout aussi participer à tous les projets et programmes que nous lançons avec OSIAN, avec d'autres partenaires,
ENI, Visa, d'autres partenaires qui vont être là pour accompagner cet écosystème, cette jeunesse qui se distingue par l'entrepreneuriat. Soutenir les jeunes entrepreneurs congolais et africains, Luc Missidibandi s'illustre comme un acteur majeur dans le développement de l'esprit entrepreneurial à partir du numérique grâce au salon Osiane, un canal par lequel est passé à Biki Group, cette société qui a pour ambition de porter une inclusion financière en Afrique subsaharienne. C'est sa première visite à Pointe-Noire depuis sa prise de fonction en tant qu'ambassadrice de la délégation de l'Union européenne en République du Congo. Anne Marshall, reçue par le préfet Alexandre Honoré Paka, la présentation de civilité et les questions de coopération ont constitué l'armada des échanges entre les deux personnalités. J'étais très honorée d'être reçue par M. le préfet Paka et son entourage. C'était l'occasion de rappeler la longue coopération qui existe entre l'Union européenne et le département de Pointe-Noire. Je viens aujourd'hui pour une inauguration dont j'imagine vous suivrez la cérémonie également. Mais nous sommes présents à la fois dans le domaine des infrastructures depuis de nombreuses années, dans le cadre du développement du port, dans le cadre du soutien à la présence maritime, dans le cadre du soutien au respect de la pêche. Et donc, ce seront aussi des éléments des travaux d'infrastructure. Pointe-Noire est la capitale économique du pays. Nous avons soutenu les chambres de commerce à Pointe-Noire. Et Pointe-Noire étant la porte d'entrée non seulement pour le Congo, mais aussi pour la région. J'ai pu mettre à jour, monsieur le préfet, des travaux d'études dans le cadre de développement de corridors, à la fois au niveau d'infrastructures, donc corridor Pointe-Noire, Brazzaville, Kinshasa, Bangui, que ce soit sur le plan fluvial ou même ferroviaire. Et en même temps, nous sommes aussi en train de considérer des projets de boucle de l'amitié en matière de transfert d'énergie. Plus de 60 ans de partenariat, les relations entre le Congo et l'Union européenne ne souffrent d'aucune entorse. Mais c'est un partenariat chaleureux, de longue date. En fait, notre partenariat a plus de 60 ans. C'est un partenariat très vibrant avec toutes les dimensions, que ce soit au niveau des infrastructures, mais aussi au niveau social. Et ce que je voudrais ajouter, et j'en aurai l'occasion d'en parler plus cet après-midi, c'est que l'Union européenne a développé la stratégie de ce que nous appelons le Global Gateway, qui donc vise à combler les déficiences en matière d'infrastructures dans différentes parties du monde. Et l'Afrique reçoit la part du lion de cette stratégie du Global Gateway. Et ici, au Congo et en particulier à Pointe-Noire, nous avons des projets phares, que ce soit le développement du port, comme on le verra cet après-midi, mais aussi en matière de digitalisation, numérisation de la gouvernance. Pour la gouverne, Anne Marshall est ambassadrice de la délégation de l'Union européenne en République du Congo depuis le 2 septembre 2024, date à laquelle elle avait remis ses lettres de créance au président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. L'Agence d'aide humanitaire catholique Relief Service, en partenariat avec le Fonds mondial, met à la disposition du ministère de la Santé et de la Population 16 véhicules et motorcycles pour faciliter la mobilité des différents services de santé sur l'ensemble du territoire national. La remise de ce don a été effectuée ce 5 décembre 2024. L'acte symbolique vient en appoint aux différentes directions dans le système sanitaire. Une présentation des véhicules, suivie de la remise des clés puis de la remise des contrats, officialise la donation. Ce don qui constitue le premier lot est évalué à hauteur de 618 millions de francs CFA. Aujourd'hui, nous remettons 16 véhicules et 68 motos constituant un premier lot sur 250 prévus, ça c'est pour les motos, d'une valeur totale de 618 millions de francs CFA, acquis sous financement du Fonds mondial, dont CRS est l'un des principaux récipiendaires dans le pays. Cette dotation s'inscrit dans l'objectif général du Plan national de développement sanitaire 2023
à 2026, intitulé « Contribuer à améliorer l'état de santé et de bien-être des populations sans exclusion par le renforcement des systèmes de santé ». Le don s'inscrit dans le cadre d'une coopération tripartite entre le ministère de la Santé et de la Population, le Fonds mondial et le CRS, en tant que partenaires techniques et financiers. L'ambition est de renforcer donc les capacités opérationnelles du gouvernement que dans les régions dans le domaine de la santé publique. Le don permettra au ministère de la Santé d'atteindre ses objectifs. Avec ces véhicules que nous recevons ce jour, nous sommes heureux et nous pensons être plus présents et plus réguliers dans le renforcement de nos activités à travers les supervisions, la distribution des médicaments, la distribution des moustiquaires imprégnés jusqu'au dernier kilomètre tel que c'est souvent dit. Ce don est le résultat d'une franche collaboration entre le ministère de la Santé et le CRS. CRS que nous saluons le dévouement, la créativité et le travail acharné. C'est en cela que nous avons pu faire ces réalisations qui visent donc à améliorer notre système de santé au bénéfice de toute notre population. Plusieurs structures du ministère de la Santé et de la Population en sont bénéficiaires, entre autres la Direction de la Technologie de la Santé, la Direction de l'Épidémiologie, de lutte contre les épidémies, le Centre d'opération d'urgence de santé publique et la Direction des soins de santé primaires. À travers cette dotation, les responsables de ces entités vont donc améliorer leurs capacités opérationnelles sur le terrain. Ces moyens logistiques vont nous aider à améliorer nos capacités d'intervention sur le terrain, que ce soit en matière de supervision ou d'investigation des cas d'épidémie. Donc, je suis vraiment reconnaissante pour ça. Nous avons ce que nous appelons des équipes d'intervention rapide. Ce sont des individus qui travaillent dans un cadre collégial avec plusieurs compétences, plusieurs intervenants, et ils sont censés, toutefois qu'il y a une urgence, se mobiliser, se déplacer, partir d'un point à un autre pour aller secourir la population, pour aller prendre en charge la population qui est dans la souffrance. Donc, quand cette équipe se mobilise, il faut, faire des prélèvements, il faut faire la prise en charge, il faut peut-être assurer le transport sécurisé des échantillons et aussi évacuer le patient qui est pris en charge. Donc, pour le faire, il faut des moyens. Aujourd'hui, nous avons les moyens qui sont mis à notre disposition. Nous avons le rôle de coordination et de suivi de toutes les activités qui sont menées au niveau de la République du Congo sur le sida, sur les infections sexuellement transmissibles et les épidémies. Vous voyez très bien qu'on a mission de se déployer sur tous les territoires nationaux. Et il nous faut des moyens roulants. Donc ce moyen que nous venons de recevoir va renforcer l'exécution des missions du Conseil national de lutte contre le sida et les infections transmissibles et les épidémies en termes de supervision. Le système sanitaire congolais fait face à plusieurs difficultés. Cette dotation vient à point nommé, question de répondre à certains défis en matière de fonctionnement des structures sanitaires. Les responsables des entités bénéficiaires ont été appelés à une gestion rationnelle de ces véhicules dans l'intérêt des populations. Les experts des ministères sectoriels et ceux du Programme des Nations Unies pour le développement sont en conclave dans le cadre de l'atelier de validation du projet d'électrification des zones rurales et des études prioritaires pour l'édification des microcentrales hydroélectriques en République du Congo. Cet atelier, qui bénéficie de l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement, vise en réalité à valider les projets d'électrification des zones rurales en examinant de fond en comble les aspects techniques, financiers, environnementaux et sociaux pour garantir sa faisabilité. Les participants vont aussi définir les stratégies susceptibles de faciliter son alignement avec les priorités de développement durable du pays. Les travaux ont été lancés par le conseiller au suivi des programmes de développement du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Ces indicateurs et d'accroître l'accès des populations à l'électricité en qualité et en quantité suffisante à moindre coût en vue d'offrir un meilleur mode de vie aux populations. Le gouvernement, en partenariat avec le PNUD, a mis en place le Trésor.
Le PESOR vise à accélérer le développement économique local des communautés les plus isolées du Congo en favorisant leur accès à l'électricité et aux services productifs issus de l'énergie, notamment les technologies numériques, les services de santé et les emplois productifs autour de l'agriculture et de l'élevage. La production électrique au Congo repose à 70% sur les centrales thermiques à gaz, tandis que les zones rurales dépendent exclusivement des centrales thermiques à gasoil, ce qui accroît les coûts et les impacts environnementaux. Le projet d'électrification rurale pourrait donc répondre aux besoins en électricité en exploitant les énergies renouvelables et en promouvant les technologies adaptées aux spécificités locales. Le gouvernement de la République du Congo, à travers le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, s'est engagé dans une politique énergétique qui vise l'amélioration des conditions d'accès des populations à une énergie électrique de qualité, pérenne, respectueuse de l'environnement et à des coûts accessibles. C'est la preuve de la volonté manifeste que notre pays s'est inscrit dans la dynamique irréversible pour atteindre les objectifs de développement durable dont l'accès à l'énergie contribue à lutter contre la pauvreté, stimuler la création des emplois et créer des bases essentielles de mieux-être. Cet atelier sera assorti d'un plan stratégique pouvant accélérer le projet d'électrification des zones rurales, définissant ainsi les cadres techniques et financiers, environnementaux du projet et les modalités de financement.